Écoutez, d'abord, merci d'être tous présents ce soir pour ce sujet. C'est un sujet qui est vieux, qui est assez ancien, puisque les crop circles, on en voit depuis facilement depuis le début des années 80, j'ai envie de dire en nombre, mais historiquement encore plus ancien, puisqu'on a toujours, dans l'histoire de l'homme, relevé des traces dans les champs. Donc c'est vraiment un vieux sujet. J'ai envie de dire, il y a toujours eu un bruit de fond. C'est un peu comme les ovnis, il y en a toujours eu, mais il y a eu une accélération. Une accélération, ces 40 dernières années, si on remonte au début des années 80. Et c'est toujours la même question. C'est pourquoi un phénomène qui, a priori, s'il est un bruit de fond, à la limite, pourrait être négligeable et pourrait être totalement réduit à des méprises, ou par exemple des méprises, ça pourrait être à un moment donné une tempête de vent qui fait qu'il y a un tourbillon d'air qui va aplatir des blés, ou un phénomène électrique, ça peut aussi arriver. Mais quand les phénomènes tels qu'ils sont décrits là sont devenus complexes, on commençait à dessiner des formes, on ne pouvait plus parler de phénomènes naturels. Alors c'est un sujet qui ne m'intéressait pas, pour rien vous cacher. À l'époque, quand j'ai commencé à le regarder, c'est-à-dire au début des années 2000, c'était il y a bien 20 ans, mais j'étais assez presque dédaigneux, enfin pas par méprise, hein, mais par mépris, mais plus euh, par l'idée un petit peu rapide qui était de me dire, bon, mais on voit bien que ce sont des hommes qui font ça, et donc quelque part, il n'y a pas forcément d'intérêt là derrière, à explorer ça. Et finalement, un peu par défi à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais quand même creuser pour voir ce qu'il y a à creuser derrière. Par défi au sens en disant, il y a quand même des gens qui persistent. Ça fait à l'époque, ça faisait 20 ans qu'ils en faisaient. Ça prenait vraiment de l'ampleur dans les années 90. Euh, et on disait qu'effectivement, et c'était une observation très très large, ces fameux crop circles devenaient de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'ils devenaient de plus en plus beaux et de plus en plus intéressants. Et je me suis dit, ben, il y a peut-être, si c'est très humain, peut-être une théorie de l'apprentissage derrière, comme j'étais déjà plongé dans les analyses sur les phénomènes aérospatiaux, en me disant, ben, il faut commencer par le commencement et puis essayer de regarder ça du point de vue de l'information. Et c'est tout ce qu'on peut faire à distance, parce que à distance, on ne peut pas aller voir le blé, comment il est courbé. C'était pas mon enjeu. Et puis, j'ai toujours considéré que entre guillemets, c'est un vrai faux enjeu, quelque part, parce qu'à la limite, si vous déterminez que c'est le produit d'un résultat mécanique, vous ne dites rien des intentions des personnes qui sont derrière, ou des on va dire, des individus qui organisent ces cercles, ces formations, et qui, comme ça, patiemment, à l'échelle d'années, vont les construire. Euh, et même, j'ai envie de dire, à la limite, bon, mais ça c'est presque du fantasme, ce serait un phénomène qui serait produit par des intelligences non humaines. Même si c'était le cas, à la limite, rien ne les empêcherait de vouloir faire exactement comme l'homme et de vouloir plier soigneusement des blés. Après tout, une intelligence qui serait très avancée aurait tous les moyens de totalement se confondre avec l'intelligence d'un humain. Et donc de faire comme lui, au mieux. Voilà, alors après, bien sûr, il y a eu des polémiques, puisqu'il y a eu des crop circles qui sont apparus très rapidement. On a parlé de lumière, on a parlé effectivement de phénomènes inexpliqués.
Et puis la beauté, et puis l'envergure de certains crop circles ont conduit des personnes à penser qu'effectivement, ce n'était pas simplement humain. Mais voilà, je n'ai pas voulu aller sur ce terrain-là. Simplement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à distance là-dessus? Simplement analyser l'information, analyser le sens des symboles. Et c'est le sens de cette présentation ce soir, c'est-à-dire de comprendre en gros les thématiques au sens large qui ont porté ces fameux crop circles et donc ces personnes qui étaient derrière. Exactement, c'est un peu l'image que je mets là, comme le tagueur qui va taguer sur les murs. On le chope pas, le mec, mais à la limite, on peut essayer de comprendre ce qu'il a marqué et de rentrer quelque part dans sa culture, dans le sens de ce qu'il a voulu porter et écrire. Voilà, ce que je viens de dire là, c'est qu'effectivement, je ne suis absolument pas attaché à l'idée qu'il pouvait y avoir d'un côté, entre guillemets, des vrais crop circles et des faux crop circles. Qu'est-ce que ça voudrait dire un vrai? Qu'est-ce que ça voudrait dire un faux? Là, c'est un vrai, entre guillemets, débat épistémologique, vraiment compliqué. Faut, à la limite, bon, ça veut dire qu'il faut faire des classifications, il faut aller sur le terrain donc systématiquement et y poser quelque part des critères physiques, ce que je ne pouvais encore une fois pas faire. Alors, moyennant le fait que j'ai mis de côté les crop circles qui étaient identifiés, on va dire, très nettement. C'est-à-dire des opérations marketing, des artistes qui ont voulu faire à un moment donné une opération, et puis aussi des gens qui ont voulu montrer, des associations qui ont voulu montrer qu'elles pouvaient elles aussi faire des crop circles la nuit et que c'était absolument pas infaisable. Donc en caméra cachée, on les a filmés. Ils se sont filmés et ils ont fait ça entre guillemets avec les moyens de l'art, c'est-à-dire avec des piquets, des cordes et éventuellement des planches. Mais bon, voilà, quand on écarte tout ça, la question qu'on pouvait se poser, c'est qu'est-ce qui reste? Et là, comme toujours, cette approche que j'essaye d'avoir, qui est plutôt une approche, j'ai envie de dire, data, c'est-à-dire partir des données du terrain et constituer une base de données qui soit aussi, entre guillemets, exhaustive que possible. Alors, à l'époque, il y avait déjà quelques sites web qui travaillaient sur le sujet, mais c'était plus des catalogues que des classifications. Et puis ensuite, bon, je cherchais aussi à contextualiser, ce qui est important, c'est-à-dire de voir par rapport à chacun de ces crop circles, évidemment la position géographique, latitude, longitude, la date, mais aussi la nature des symboles, puisque c'était l'objectif, c'était de savoir de quoi on parle. Donc, c'est ce que j'ai monté à l'époque. J'ai appuyé sur mon site web, Usfer, une petite base de données contenant essentiellement ces informations-là et très graphique, puisque par essence, les crop circles sont graphiques. L'objectif, c'était aussi de voir du point de vue graphique ce qu'on pouvait avoir comme information. En 2007, quand j'ai travaillé sur ce sujet, j'avais 1380 symboles. 1380 symboles répartis sur 12 catégories. Alors, les 12 catégories, j'ai envie de dire, bon, ce sont mes catégories. Entre guillemets, elles sont d'un certain point de vue arbitraires, bien sûr. On pourrait faire des classifications par tout ce qu'on veut. J'ai envie de dire, en matière d'OVNI, par exemple, on pourrait classer par couleur, on pourrait classer par distance d'observation, etc. Bon, là, c'est un peu plus simple. Effectivement, il y a le sol. Bon, en général, c'est du blé, mais pas que. Ça, je ne l'ai pas foncièrement étudié. Vous verrez que c'est plus dépendant finalement peut-être de l'époque de l'année et du moment auquel ils sont produits. Et il reste essentiellement la forme et ce qu'elle en dit. Donc,
On a des formes qui sont des formes plutôt mathématiques, géométriques. Donc, j'ai considéré que d'un côté, on avait des formes géométriques avec des symétries en bleu, ici. On a des formes de colliers, de courbes, de sphères. On était plutôt dans là encore des définitions géométriques, des réseaux de points. Et puis après, on a des réseaux de points et de graffitis. Alors, pour le coup, ce sont des formes qui sont plus brouillons et qui n'ont pas nécessairement de précision, en tout cas visuelle. Après, on a, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y avait un certain nombre de formes qui rappelaient des symboles humains, des symboles d'animaux, des symboles spirituels et religieux, et des symboles liés à l'astronomie, l'espace et le temps. Alors ça, c'est assez rigolo parce que quand on dit ça, on se rend compte que l'on couvre finalement des aspects qui intéressent la construction symbolique et culturelle humaine, mais très tôt dans l'émergence des civilisations. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient vraiment se produire il y a des milliers d'années. L'homme commence à regarder son environnement, il à se situer d'abord dans l'espace, le temps, observer les étoiles, essayer de comprendre le cycle des planètes, les conjonctions, etc., les directions cardinales, et de là découle, et ça c'est vrai chez toutes les civilisations à peu près, tout l'espace symbolique et culturel, et on va retrouver des invariants comme ça. Le jour, la nuit, la présence de la lune avec un symbole féminin, un symbole masculin, cette opposition yin-yang, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça part de l'observation de la nature. Et on avait quand même une catégorie que j'ai appelée 4, que j'appelle ici le langage inconnu, qui est, je vais donner une illustration après, qui sont des formes qui sont assez typiques, faites j'ai envie de dire, de cercles de tailles différentes, éventuellement de cercles concentriques mis sur des lignes, éventuellement des lignes brisées. Alors, ce que je représente ici, c'est le contenu de cette base à l'époque sur ces différentes catégories. Vous voyez, pour le langage inconnu, par exemple, en haut à gauche, on voit que les formes sont échelonnées. Alors, en fait, il faut lire ça du début vers la fin. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vous avez des couleurs par thème. Et au sein de chaque thème, vous avez une petite fenêtre avec des petits pixels carrés. Je ne sais pas si vous les voyez bien. En fait, c'est une lecture temporelle ou chronologique qu'il faut en avoir. C'est-à-dire qu'on a la répartition dans ce thème des crop circles au fur et à mesure du temps. Et la base de données commençait à peu près au début des années 80 et elle allait jusqu'en 2007 au moment où je l'ai faite. Donc, ce qu'on voit pour le langage inconnu, c'est qu'on avait beaucoup de ces crop circles au début, dans les années 80, et petit à petit, ils ont disparu. Et on n'en a eu quasiment plus à la fin des années 90. Voilà. On a des invariants, par contre, on a les symboles spirituels et religieux. Il y en a toujours eu un peu. Jamais énormément. À l'époque, j'avais calculé, c'était à peu près 3 à 7% des symboles. Mais ça, c'est intéressant parce que quand on les regarde de près, on voit que ça rappelle des choses que l'on connaît. Alors pourquoi Bon, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? C'est assez intéressant. Des graffitis, des points, des courbes, des colliers, etc. Je vous en ai parlé. Je les ai tous classés comme ça. Et je les ai. Alors pourquoi j'ai pris des couleurs aussi? Simplement parce qu'il y a des symboles qui pouvaient appartenir à plusieurs catégories. Donc une façon de montrer ces recouvrements de catégories, c'était simplement de faire des recoupements de couleurs. Voilà un exemple de crop circle que j'ai appelé un langage inconnu. Alors, je ne sais pas pourquoi ce langage. Est-ce que ça correspond à, entre guillemets, une manifestation, j'ai envie de dire, du langage propre au crop circle maker et de leur signature, peut-être. Est-ce que ça correspond à un ancien langage peut-être utilisé par l'humanité
dans le passé peut-être aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui a duré longtemps, encore une fois, jusqu'à s'arrêter. Il y a 4 catégories qui m'ont intéressé, donc là-dessus, plus que les autres. Les aspects spirituels, magiques et religieux, et mathématiques géométriques, et espace-temps. Alors, pourquoi parce que finalement, ce sont des catégories sur lesquelles nous, on peut dire des choses. Ce sont des symboles qui nous parlent en tant qu'humains, c'est des choses dans lesquelles on se reconnaisse, mais surtout, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous transmet déjà un message, c'est-à-dire que ça nous parle déjà de, quelque part, de notre place dans l'environnement et dans l'univers. Ce sont des symptômes, quelque part, d'expression culturelle. Et en tant que message, déjà, je me suis dit, tiens, ce serait un message, mais pourquoi ce message, finalement? Et pourquoi ce sujet? Parler de la symbolique humaine, de la construction symbolique humaine. Bon. Autre point quand même, c'est qu'il y avait une bonne, voire une très bonne, et ça m'a toujours vraiment surpris de la part des crop circle makers, connaissance et appréhension de la symbolique humaine. C'est-à-dire que si vous prenez ces symboles, ils ne sont pas isolés, j'ai envie de dire, dans un secteur culturel ou sur une civilisation. Ils ne concernent pas qu'une civilisation, ils vont concerner vraiment toute la Terre. Et vraiment, c'est la production culturelle humaine au sens large qui est concernée. Bien que, et ça on pourra en reparler, on voit et on sait que traditionnellement les crop circles ont été formés plutôt dans le sud de l'Angleterre, mais pas que. Leur message, entre guillemets, symbolique sur ce plan-là, concerne l'ensemble de l'humanité. Et là, sur les quelques exemples que j'ai pris, on voit que bon, c'est aussi assez ancien. C'est-à-dire que quelque part, ils vont s'échelonner sur une période qui est extrêmement vieille. On va courir à peu près de moins 8500 ans jusqu'à nos jours. Voilà d'autres exemples. Et donc culture indienne, culture chinoise, culture sud-américaine, culture africaine. Mais alors, la première observation, moi, quand j'ai commencé à recenser cette symbolique, qui m'a vraiment frappé, c'est il y a un choix sur l'aspect temporel, c'est-à-dire enfin l'aspect symbolique, recenser quelque part des vieux symboles de l'histoire de l'humanité, pourquoi pas. Mais il y avait aussi un choix sur l'installation géographique des crop circles, de nombreux crop circles. Alors, ce n'est pas la majorité, encore une fois, mais sur ceux que je décris là, en général, de façon presque imparable et immanquable, ils sont tracés à côté d'un vieux site historique. Et c'est pas n'importe quel champ, c'est pas n'importe quel voilà, c'est pas n'importe quel espace culturel qui est choisi, au sens culture cette fois-ci agricole. C'est vraiment à côté et en conjonction avec un vieux site. Il y a un vieux site. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que en général, ces sites, quand j'ai commencé à les recenser, je me suis rendu compte que ça correspondait à une période aussi ancienne de l'histoire humaine. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi finalement des vieux symboles de l'histoire de l'humanité à côté de vieux sites de l'histoire humaine? Donc ici, on a Stonehenge, on a les chevaux blancs en Angleterre sont assez connus. Ils en ont recensé alors au moins une vingtaine, si ce n'est plus, mais surtout d'époques de conception très différentes. Et après, on a des tumulus, on a des dolmens.
On a l'homme long de Wilmington. Je ne les ai pas tous recensés, mais c'était assez systématique. Et sur cela, encore une fois, et là j'ouvre une parenthèse aussi, parce que faut bien comprendre que les crop circles, ce que je disais un petit peu au début, comme les phénomènes aérospatiaux, on peut les prendre avec un certain angle d'analyse. Ici, je fais une analyse sur le plan symbolique. On pourra les prendre avec un autre angle d'analyse. On trouvera d'autres choses parce que ce sont des phénomènes qui vont, encore une fois, agréger à la fois des regards, des intérêts très variés, très différents. Et à partir du moment où vous avez un sujet qui va commencer à intéresser des personnes d'horizons divers et variés, et qui vont peut-être même en fabriquer des crop circles de nouveau, vous allez avoir du bruit dans cette information. Et donc le point commun, j'ai envie de dire, avec l'analyse ufologique, c'est qu'encore une fois, pour des raisons diverses, vous avez une information qui est extrêmement bruitée, et donc qui est quelque part difficile à analyser. Et encore une fois, c'est qu'en analysant de grosses masses de données que, à mon sens, vous pouvez faire ressortir des informations qui sont pertinentes et intéressantes. Et en tout cas, là, il y a un fil rouge. Mais donc, ce fil rouge, l'idée, c'était de l'explorer. Alors, une relation historique, ça tombe sous le sens quand on voit ça. Et ce que j'ai commencé à regarder, c'était les sites qui étaient associés. C'était en 2007, quand j'ai fait cette étude, ou quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au crop circle et à monter cette base de données. Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des sites qui étaient associés à la protohistoire humaine. Ce qu'on appelle la protohistoire humaine, c'était avant l'âge de fer. Donc, l'homme découvrait le cuivre et on était vraiment dans un tout début d'émergence des civilisations. Ce qu'on voit là sur ce graphique, on voit l'évolution des civilisations sur différents continents. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que bien qu'elles aient eu des rythmes d'évolution assez différents, ces civilisations sur les différents continents, à quelques centaines d'années près, elles ont suivi un chemin évolutif qui était à peu près similaire. Et alors, quelques centaines d'années près, ça peut aller vite, hein. Et puis après, quelques milliers d'années près, quand ça s'accélère avec l'arrivée de l'écriture chez les Égyptiens, etc. Bon, mais ça, on va en reparler. Donc, constat 1, une obsession pour les symboles de l'histoire de l'humanité. Constat 2, à l'époque, c'était l'ancienneté des symboles en correspondance avec l'âge d'occupation des sites, là où se mettaient les crop circles. Et ce que je me suis demandé, assez naturellement, là, c'est quand même étrange. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une relation, une volonté de marquer une relation historique? C'est-à-dire qu'on est en train d'explorer les symboles de l'histoire de l'humanité au travers de la production des crop circle makers, et en même temps, ils nous mettent une flèche, j'ai envie de dire, ou un focus sur cette idée du passé de nos civilisations. Alors je me suis dit, c'est assez intéressant, mettons ça sur un schéma. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, je mets l'année de production du crop circle, la chronologie réelle du crop circle tel qu'il est apparu dans les champs, en prenant ce symbole tel qu'il est dessiné quand on peut le repérer, parce qu'encore une fois, c'est un exercice que l'on peut faire à peu près avec 5% des crop circles. Donc, je prends ces crop circles, je les mets sur un graphique, et je regarde le symbole, à qui il correspond dans l'histoire de l'humanité, et à quelle date dans le temps, en arrière, à quelle civilisation en général, on va se référer. Et ce que j'ai commencé à voir, c'est que ça semblait suivre une chronologie. Cette chronologie, assez simplement, c'est tous les ans, les crop circle makers avançaient de 400 ans. Ça, c'était
première approximation, j'ai envie de dire grossière. Donc, en gros, en 2007, la chronologie des Crop Circle Makers, c'était de fabriquer des figures et des symboles qui étaient entre à peu près moins 200 avant Jésus-Christ et moins 600. Là, effectivement, il y a quelque chose. Enfin, c'est étonnant. Alors, est-ce qu'il y a un calendrier? Moi, honnêtement, à l'époque, je n'en avais jamais entendu parler. Un calendrier qui suit une chronologie de 400 ans par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi aller chercher une telle chronologie? Je ne sais pas vous, mais moi, ça ne tombait pas du tout sous le sens. Donc, bon, cherchant sur Internet, déjà à l'époque, on voit assez rapidement ça. Alors, ce calendrier, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que ça va parler à certains parce que le sujet depuis est passé. C'est un calendrier maya. C'est ce qu'on appelle le calendrier des 13 Baktoun. Alors ici, il est très décoré. Il a été, j'ai envie de dire, rendu graphique par une personne qui s'appelle José Argüelles, qui peut-être certains en ont entendu parler, entre guillemets, promouvait cette façon de voir le temps et d'élaborer le temps. Parce qu'en en fait, derrière ce calendrier, qui est un calendrier qui est long, puisque des périodes de 400 ans, ce sont des cycles, on va dire, qui concernent l'humanité à l'échelle de millénaires. Ici, on va de moins 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2012, sur 13 périodes. Mais c'est un calendrier maya, et les Mayas avaient de très nombreux calendriers. Ils avaient des calendriers qui étaient un peu comme des poupées russes, qui étaient emboîtés les uns dans les autres. Et à l'intérieur de ce calendrier de 13 Baktoun, on avait des périodes qu'on appelait de Baktoun, qui sont des périodes, alors, exactement 397 ans. Ce sont qui étaient a priori basés sur des conjonctions entre Jupiter et Saturne. Mais à l'intérieur dedans, alors un Baktoun, c'était 144 000 jours. Et on pouvait à l'intérieur des Baktoun avoir un autre calendrier qui était le calendrier des Katoun. Et puis, à l'intérieur des Katoun, qui était 7200 jours, on avait les Toun. C'est une année de 360 jours. Alors ça, c'est un calendrier. Ils avaient aussi un calendrier de 365 jours. Ces calendriers-là, ce sont des calendriers qui étaient les plus symboliques. Alors, ce qui était assez étonnant déjà, si j'ai retenu ce calendrier, évidemment, et quand je l'ai vu, c'est qu'on représente quelque part des ères humaines, ou en tout cas des temps de l'humanité, qui sont assez typiques ou assez représentatifs. Donc là, ici, on a eu symboliquement, on a eu une époque liée aux pyramides, et avant les pyramides, on a eu, enfin après les pyramides, on a eu les Indiens et les Hindous avec tout leur symbolisme. Ensuite, on a eu le symbolisme chinois, etc. Jusqu'au symbolisme chrétien et puis musulman. Donc vraiment, ce calendrier qui rejoue l'histoire symbolique de l'humanité. Et je me suis amusé évidemment à replacer ce calendrier sur le premier schéma que j'avais fait et l'aligner dessus, en disant mais qu'est-ce que ça peut donner? Alors ce qui était très intéressant sur le moment, et là, bon, ce sont des informations qu'à l'époque, bien sûr, je l'ai écrite sur mon site, mais c'est passé vraiment personne ne l'a vu, c'est-à-dire qu'on a eu un sismaya énorme dans les champs. Alors tout le monde a vu et donné l'interprétation littérale, immédiate du sismaya. Mais ce qui était assez amusant, c'est que derrière, ça correspondait finalement au 6e Baktoun de cette période.
Et ça, c'était symboliquement inscrit vraiment dans les champs. Donc, voilà une information qui émergeait. Les auteurs des crop circles, en tout cas un certain nombre de personnes ou d'individus, s'amusaient, entre guillemets, à aller au rythme de 397 ans par année réelle. Avec ce calendrier, on rejoint le temps présent en 2012. Alors en 2012, même très exactement, le 31 décembre 2012. C'est-à-dire que si vous voyez, je reviens sur le schéma d'avant, si vous voyez cette droite rouge, la fin indiquée ici, c'était le 31 décembre 2012. Et évidemment, ça correspondait à la fin du calendrier Maya. Donc ce qu'on avait là, quelque part, on avait là des auteurs qui étaient à la fois sur une excellente connaissance, j'ai envie de dire, symbolique, et ça on va y revenir de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire ce qui est vraiment pas évident quand on fait cet exercice, et c'est toute la complexité, pour un symbole donné, que vous observez dans les champs, n'importe où vous pouvez prendre sur un dictionnaire de symboles, c'est de retrouver finalement ces conditions d'émergence. C'est-à-dire où est-ce qu'il a pu émerger. Alors, en général, ça c'est un peu plus facile, bien que parfois les symboles émergent dans plusieurs civilisations différentes. Et surtout ensuite, c'est à quelle époque et à quelle date exactement il a pu, et dans quel contexte il a pu émerger. Et plus on remonte loin dans le temps, plus c'est compliqué. Et plus on s'approche, effectivement, plus on s'approchait du temps présent, plus c'était simple, plus il y avait effectivement des données historiques, et plus on pouvait croiser. Et puis la question d'après, c'était de se dire, ok, cette symbolique, on va rejoindre effectivement le temps présent le 31 décembre 2012 avec les crop circles. On va avoir quoi le 31 décembre 2012 déjà, première question. Et puis deuxième question, à l'époque, moi c'était déjà de savoir est-ce qu'on peut ou est-ce que je peux réaliser des prévisions. Maintenant que j'avais cette clé, est-ce que je pouvais commencer à anticiper? Alors, ici, je vous donne les dates assez précisément, telles qu'elles correspondent. Alors, il faut remettre en plus le calendrier 13 Baktoun dans un contexte plus large. C'est un calendrier maya, mais avant les mayas, on avait des civilisations, on va dire, nord-américaines qui ont partagé cette culture. On a eu des civilisations plus anciennes comme les basket makers. Et on a, par exemple, chez les Hopis, des conceptions qui sont assez similaires. Ce sont des conceptions basées sur des cycles. Donc, en l'occurrence, on va dire de moins 8000 à 3400 x 13. Je ne sais plus exactement, mais ça fait à peu près 4000 années. Et ces cycles, finalement, ce sont des grands événements à la fin desquels se déroulaient quelque part des catastrophes planétaires. Les dieux arrivaient sur Terre, éventuellement, où ils se battaient, et on avait un changement profond qui s'opérait à la surface du globe. Alors, ça ne signifie pas la fin de l'humanité, à chaque fois, puisque à chaque fois, il y a une renaissance qui quelque part s'effectue. Mais l'humanité, là, de ce point de vue-là, on est dans le cinquième soleil et on arrivait au sixième soleil. Ce qu'on appelle des soleils, c'est-à-dire ces périodes de 13 Baktoun. Alors, ce qui est assez amusant, c'est de réinterpréter ensuite ces crop circles, c'est-à-dire que aussi. Alors, je vais venir sur l'interprétation a posteriori qu'on pouvait avoir. Mais bien évidemment, je me suis aussi amusé à reprendre du coup des crop circles et à les revoir. Par exemple, il y a ce crop circle que certains peut-être connaissent, qui était très beau et qui était tout simplement l'écriture de pi. Alors pi,
si vous ne le connaissez pas, dans ce crop circle, se lit comme ça. Vous partez du centre et vous découpez en fait le cercle en 10 parties. Donc, en gros, en 10 secteurs de 0 à 9. Ce sont des chiffres, du coup. Donc, si vous prenez 3 secteurs ici, vous avez le chiffre 3. 3 sur 10. Et puis ensuite, vous mettez la virgule qui est le petit point qui est ici. Vous prenez un secteur, c'est virgule 1. Et puis ensuite, 3,1, 4, etc. 1 et 5, etc. Et vous avez le chiffre pi qui s'écrit comme ça de secteur en secteur. Alors évidemment, c'est un chiffre infini, donc il y a 3 petits points à la fin. Mais c'était bien la constante. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'était la constante d'Archimède. Et en fait, le chiffre pi, là aussi, alors la traduction ou le décodage immédiat est très simple à faire, mais ce que personne n'a vu, c'était qu'effectivement, ce chiffre pi est apparu dans la bonne année, c'est-à-dire l'année où finalement Archimède, qui était l'inventeur de cette constante, est effectivement né et mort. Et je prends d'autres exemples. On a eu le colibri, pareil. Le colibri qui est un géoglyphe de Nazca. Nazca, c'est une civilisation qui est une civilisation sud-américaine, datée entre moins 300 et plus 800 après Jésus-Christ, qui nous ont laissé ces magnifiques pétroglyphes dans le désert, qui ont survécu jusqu'à nos jours. Et là aussi, le colibri n'est pas apparu n'importe quelle année, il est apparu en 2009, correspondant à la période de cette civilisation. On a eu le serpent à plumes, une représentation aussi en 2009, qui correspond à l'apogée de la ville de Teotihuacan. Alors ça aussi, quand on commence à, entre guillemets, dérouler ce fil, on voit que tous les symboles tombent correctement. Et puis après, naturellement, bon alors, Michael, anticiper. excuse-moi de te couper. J'ai juste une question par rapport aux agroglyphes précédents. C'est dans quelle ville qui sont apparus? Dans quelle ville? Ouais. Est-ce que euh, c'est Pérou ou... Ah non, alors les agroglyphes, de façon quasi systématique, ils apparaissent En Angleterre, non? en Angleterre, hein, on est Hmm. bien d'accord. Ok, ok, ça Mais marche. effectivement, en correspondance avec une symbolique des civilisations qui sont autour du globe. Et donc D'accord. là, apparu en Angleterre, en correspondance avec effectivement Nazca. Et pareil, l'autre avec Teotihuacan, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le Mexique, hein. Ok, ça marche, merci. Et alors après, pour essayer d'anticiper, c'est la question effectivement d'après, qui était de dire, est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut essayer de faire mieux et de creuser la question. Et finalement, s'il se donne la peine d'avoir une chronologie année après année, est-ce qu'il y aurait une chronologie dans l'année? Parce que c'est ça qui permettrait finalement d'anticiper au mieux l'apparition d'un crop circle. Parce que, et puis surtout, bon, quand j'ai commencé à en arriver là, ça devait être en 2009, on était relativement avancé dans cette chronologie, on pouvait commencer à être précis dans les datations. Et il y avait deux façons de poser cette analyse. Soit on imaginait une datation qui progresse de façon linéaire sur l'année, c'est-à-dire qu'on va dire du 1er janvier au 31 décembre, si on arrive, je ne sais pas moi, fin du mois de mars, janvier, février, mars, 3 mois sur 12, on aura fait 30% de l'année, et donc 30% du Bactoun, donc des 397 ans. Ça, c'est l'hypothèse 1. Deuxième hypothèse, qui était de dire, en fait, ça va suivre le numéro d'ordre de chaque crop circle. On va dire, les crop circles, il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas au mois de janvier, il n'y en a pas au mois de février, etc. Il n'y en a pas en décembre non plus. Pour des raisons évidentes, c'est que les champs sont vides. Donc, ça va plutôt suivre la saison, j'ai envie de dire, agricole. Et de là, l'idée, c'était de les numéroter comme ça en fonction de l'ordre dans cette saison.
Alors, j'ai suivi cette hypothèse plus naturellement, dans la mesure où, effectivement, la première, elle allait créer des trous. On allait avoir des périodes manquantes si on était vraiment très linéaire. Alors, ça crée une courbe qui ressemble à ça. Pour vous l'expliquer, elle n'est pas si compliquée. L'équation est affreuse, mais la courbe en elle-même est très simple. En fait, en bas, on a la saison dans l'année des crop circles. On va en gros d'avril à septembre-octobre. Et puis, sur l'axe vertical, on a en incrément le nombre de crop circles au fur et à mesure dans l'année. Donc, plus on progresse dans l'année, et c'est ce qu'indique la courbe en rouge, plus le nombre de crop circles augmente. Et en fait, ce nombre, plus on va aller vers le centre de l'année, plus il va augmenter rapidement. Au début de l'année, on n'a pas beaucoup de crop circles. On en a les premiers, alors j'ai mis des points en jaune, je ne sais pas si vous les voyez, parce que ce sont des champs de colza. Et puis après, on va switcher, on va aller sur des champs plus classiques de blé. Et puis on va aller, voilà, il y aura de plus en plus d'opportunités pour tracer des crop circles. Et puis à la fin de l'année, à l'inverse, les champs sont cultivés. Et donc la saison touche sa fin et il y a moins d'opportunités, donc il y a moins de crop circles. Et cette équation, en fait, alors, elle est cumulative ici. Et elle est cumulative. Si je ne la traçais pas de façon cumulative, ça ferait une courbe en cloche, qu'on appelle une courbe de Gauss, c'est-à-dire qui serait simplement le nombre de crop circles produits à un moment donné dans l'année. Voilà. On aurait peu au début, beaucoup au milieu et peu à la fin. Et cette courbe, en gros, on appelle ça une intégrale, c'est la fonction de répartition, c'est la somme des crop circles, en gros, au fur et à mesure que l'année avance. Et elle a deux paramètres, si je vous en parle, c'est pour ça. Elle a un paramètre qu'on appelle mu, classiquement en mathématiques, qui est le point médian, ici, qui est le milieu de la saison. Et alors, sur cette équation, j'ai pris 2008 comme année. C'est le 7 juillet 2008. Et ensuite, elle a un écart type, c'est la répartition, on va dire, de cette courbe. Plus cet écart type est augmenté, on va dire, plus la courbe elle est plate. En gros, plus la production de crop circle dans l'année sera homogène. Et ici, l'écart type, il est de 29,23 jours. Alors, si je m'amuse, entre guillemets, à calculer cette équation, ce que j'ai commencé à faire sur certaines années, c'est-à-dire que, on va dire, dès le mois de juin ou de juillet, j'avais déjà la tendance de l'équation et je pouvais avoir la forme de l'équation totale. Et donc, je savais déjà à peu près anticiper sur ces deux paramètres qui sont mu et sigma et qui, eux, me permettent de calculer cette répartition, on va dire dans le calendrier de 397 ans, de savoir où se situerait le crop circle qui se produit. Voilà. Et alors, du coup, voilà, je prends l'exemple, par exemple, de la naissance d'Archimède. Je prends le crop circle de pi. Et quand je prends le crop circle de pi et que je prends son jour, j'arrive à moins 314,85 ans. Et là, c'est 27 années d'écart avec la naissance d'Archimède. Alors, je crois même que est-ce que c'est la mort d'Archimède? Je crois que c'est pendant la vie d'Archimède. Alors là-dessus, ça tombait déjà vachement bien. Alors, j'avais quand même, on a toujours des petites années d'écart parce que ce graphique peut bouger, bien qu'il soit assez insensible au fait qu'il y ait des faux. C'est-à-dire que quelque part, si à un moment donné, vous avez des gens qui font des faux, ça ne va pas changer foncièrement la courbe. C'est-à-dire qu'en gros, elle va vraiment suivre l'intensité. Ces paramètres seront plutôt liés à l'intensité de production des crop circles de façon générale. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner sur un calendrier. Alors ça, c'est en tout petit, je suis désolé, mais pour l'année 2008, ici, j'ai mis la liste des crop circles tels qu'ils sont apparus, jour après jour.
date après date, et avec leur correspondance dans le temps, avec ces paramètres d'équation. Alors c'est comme ça que, et moi bon, c'est resté vraiment marquant pour moi. C'est arrivé peu de temps avant la naissance de Jésus-Christ. Je me suis dit, et je l'ai écrit sur mon site à l'époque, on devrait voir apparaître des croix dans les champs. Et effectivement, et ça s'est fait, je ne sais plus, c'était en juillet, ben voilà, c'était un mois et 10 jours après, le 14 août 2008, cette énorme croix est apparue dans les champs. Et là, j'ai fait le calcul, j'avais une correspondance, la marge d'erreur, l'équation me donnait moins 0,003 ans. J'étais vraiment dessus. Vraiment, j'étais vraiment scié. Et ce qui me scie d'autant plus que ce que je vous raconte là, finalement, ce sont des choses que voilà, vous ne lirez pas ailleurs sur les crop circles. C'est-à-dire que ce n'est pas une information qui est mainstream. Alors, c'est pas par, j'ai envie de dire, voilà, il ne s'agit pas de se vanter ou de se mettre en avant. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt dire, comme ce n'est pas mainstream, finalement, c'est une information qui est restée quelque part, entre guillemets, cachée, et qui est restée quelque part peu diffusée. Même si moi, effectivement, j'en avais parlé, et je ne vois vraiment pas des crop circle makers, parce qu'ensuite, il y en a eu d'autres, des croix, s'amuser, entre guillemets, à faire plaisir à Mickaël Vaillant. Ça me paraissait, c'est un total non-sens. Et donc, il y a vraiment une organisation qui allait dans ce sens-là. Ce que j'ai fait ensuite, c'est qu'effectivement, j'ai généralisé, c'est-à-dire que j'ai fabriqué un site web. Alors, bon, malheureusement, je n'ai pas entretenu par manque de temps. C'est mon principal, entre guillemets, grief. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'engage dans beaucoup de projets. Et c'est très compliqué pour moi de suivre tous ces projets. À un moment donné, j'ai monté un site web qui s'appelle cropcircle.info.net, un truc comme ça, sur lequel j'avais mis un calendrier dynamique qui fabriquait automatiquement ces équations, sur lequel on pouvait passer la souris et qui montrait aussi en rapport donc le calendrier correspondant à la période et les interprétations de tous les crop circles qu'on pouvait trouver en face, avec les civilisations qui correspondaient. Donc c'est un peu un jeu de trouver des associations et ça devient très très intéressant. Et c'est là encore une fois qu'on se dit, mais les gens qui font ça, en tout cas ceux-là, ces crop circles-là, ils sont vachement pointus. Et ils ont un intérêt, effectivement, pour cette symbolique qui est extrêmement fort. Voilà, ça c'est un extrait de la, à un moment donné, d'une des pages du site que j'ai reporté sur Usfer. Et après, on revient à l'idée d'une explication, c'est-à-dire encore une fois, le tagger, finalement, qui ça peut être partant de là. Et il y a quand même un groupe ou un groupement qui m'a vachement interpellé derrière. C'est le groupement de José Arguelles. José Arguelles est un professeur d'art qui est né au Mexique, qui a vécu en Angleterre, qui a vécu au Japon, ensuite qui a exercé aux États-Unis. Donc il a vécu vraiment dans plusieurs endroits du monde avec une culture véritablement internationale. Et professeur d'art qui dessinait des mandalas. Et ce que vous voyez dans beaucoup de crop circles, c'est quand même cette figure, cette représentation de mandala. Hein. On est très dans la représentation géométrique et on va dire harmonieuse, quelque part, des symboles de l'histoire de l'humanité. Ce que je n'ai pas dit, effectivement, c'est que souvent, ces symboles sont légèrement arrangés, c'est-à-dire qu'on va leur enlever leurs défauts naturels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a monté un mouvement qui s'appelle d'abord un réseau mondial qui s'appelle PAN. C'est assez rigolo parce que ça fait penser aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, mais ce n'est pas ça.
c'est le Planet Art Network, qui est une organisation mondiale pour la paix. Et Arieles, alors peut-être de par son lieu de naissance, mais au travers de ce mouvement, il voulait, entre guillemets, révolutionner le calendrier que l'humanité utilise et que, en gros, que nous utilisions un nouveau calendrier, qui est ce fameux calendrier des 13 Baktoun, avec le Tzolk'in, un calendrier voilà, basé sur une année. Alors je ne vous ai pas montré là, mais vous pourrez le trouver, où on a justement les rythmes mayas qui sont naturellement inscrits, qui pour lui étaient beaucoup plus naturels, des rythmes basés sur la nature, des rythmes de 360 jours plus 5. Hein. Et ce mouvement pour ce changement de calendrier, cette façon qui consisterait à compter le temps de manière différente, s'appelait un mouvement pour la convergence harmonique. Et évidemment, ils étaient à fond derrière l'idée, ou la croyance, ou du moins, d'un changement, entre guillemets, de l'humanité, mais qui serait un changement subtil. Hein. Ça n'a jamais été un mouvement fait de gens qui étaient, j'ai envie de dire, je les ai rencontrés, hein, et justement, j'ai été rencontrer la présidence française. C'est des gens qui étaient extrêmement bienveillants et plutôt agréables, en fait. Et pas, j'ai envie de dire, vindicatifs. On est plutôt dans une ambiance, même totalement dans une ambiance New Age, au travers de ce mouvement. New Age, c'est-à-dire harmonie, distribution de flyers, distribution de calendriers et de leur revue. Et très, très aussi, ce qui m'a frappé, quand on voyait leurs outils de communication, très appuyés et reprenaient énormément les crop circles. Voilà, et donc la graphie des crop circles. Ça, alors, est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf dans ce mouvement? Qui a créé quoi? C'est difficile à dire. Évidemment, quand moi j'ai posé la question à la présidente française à l'époque, elle m'a dit, mais un peu mystérieuse, je ne sais pas tout ce qu'ils font et s'ils ne peuvent pas être à l'origine de certains crop circles. Mais ce n'est pas exclu. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que il a eu cette théorie sur entre guillemets, la fin du monde, ou en tout cas la fin d'une ère plutôt, au travers d'un bouquin qu'il a écrit qui s'appelait Le Facteur Maya. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce livre, il avait par exemple mais qui est sorti bien avant, un mandala qui est ressorti tel quel en tant que crop circle. J'aurais pu vous le sortir là aussi, mais il y a eu une reprise directe de son crop circle en agroglyphe. Alors, il promet la géométrie du sacré. Voilà, il y a plein j'ai envie de dire, de conjonctions, ou en tout cas de flèches, là encore une fois, qui sembleraient pouvoir indiquer une implication de ce mouvement. Surtout que ce mouvement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est mondial et très anglo-saxon. C'est-à-dire qu'on les retrouve partout. Il a cette puissance, entre guillemets, de feu, avec des gens qui peuvent opérer dans tous les pays, et en particulier en Angleterre. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il est mort en 2011, en début d'année. C'est-à-dire qu'il est mort vraiment l'année où on devait arriver à cette fameuse convergence. Et ces 26 dernières années, en fait, son décompte a commencé en plus, globalement, à cadrer avec le début des crop circles. Et voilà, bon, ça, c'est un graphique qui est très touffu, sur lequel j'ai repris les liens entre ce personnage, son mouvement, et les crop circles tels qu'ils pouvaient dessiner. Alors, ne vous trompez pas, par contre, ça ne veut pas dire que je pense que c'est lui, de façon certaine. C'est-à-dire que je pense qu'il y a évidemment une résonance entre son mouvement et ce qu'on a pu voir dans certains des crop circles. Ne serait-ce qu'au travers du calendrier sur lequel je suis tombé à un moment donné, et qui reprend vraiment cet aspect chronologie symbolique. Mais
Il y a une complexité ensuite de réalisation, une complexité mathématique, une précision dans le choix des symboles qui interroge sur, entre guillemets, pourquoi le cacher aussi. Pourquoi cette connaissance et pourquoi la rendre quelque part cryptique. Donc ça, c'est assez étonnant. Voilà, le crop circle, bon, il est tout petit là, mais celui dont je vous parlais, qui est dans son livre, il est en bas à gauche. Alors, si on prend un peu de recul aussi, avec ce qui s'est passé, entre guillemets, avant et après. 1985-1986, donc l'explosion le début de l'explosion des crop circles, ce schéma, en gros, vous dessine le nombre de crop circles par année, jusqu'à 2012-2013. Alors, la courbe ensuite a suivi. Alors, elle n'est jamais retombée totalement, mais elle a stagné. C'est-à-dire qu'on a eu, entre guillemets, un âge d'or qui s'est trouvé entre 1980-90 et 2005-2006. Voilà. Et depuis, les crop circles, entre guillemets, ont diminué en nombre, d'une part, et puis, moi, de ce que j'ai observé, sont devenus beaucoup moins intéressants. C'est-à-dire qu'on a perdu totalement la partie calendrier symbolique. Elle n'existe plus. Et ça, c'est quand même, pour moi, c'était entre guillemets le marqueur entre guillemets de l'intelligence qu'il y avait derrière ces crop circles. Et sachant que bien sûr, ces crop circles ne sont pas formés, encore une fois, ne sont pas formés. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas un groupement, il n'y a pas un mouvement nécessairement derrière ces phénomènes. C'est toujours un phénomène très complexe qui a aggloméré des opérateurs, j'ai envie de dire, entre guillemets, de sources très différentes. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue d'un calendrier? Je vais vous montrer ce schéma qui est très intéressant. En fait, si on les voit vraiment exploser en 1985, 1985, du point de vue du calendrier des crop circles, ça correspond à peu près à moins 8300. Donc là, ce sont les fameuses ères dont parlent les Mayas, mais aussi les Hopis et d'autres civilisations nord-américaines. Et ces fameuses ères, donc oui, je vous disais 4000, c'est plutôt 5000 et quelques années. Elle commence quand, la quatrième ère? Elle commence juste après la fin de l'âge glaciaire. Et en fait, il y a quelque chose d'assez remarquable que peu de personnes savent au niveau climatique. C'est que oui, bien sûr, actuellement en rouge, nous sommes en plein dérèglement climatique et les températures sur la Terre augmentent de façon extrêmement, j'ai envie de dire, rapide et non maîtrisée. Mais sur ces à peu près 10 000 ans, 10 300 ans, la Terre a connu on va dire un interâge glaciaire qui a été extrêmement stable. Et d'après ce que j'ai lu, même remarquablement stable, au point que quand on le compare à d'autres âges interglaciaires, on n'a pas retrouvé une stabilité aussi importante. C'est-à-dire que les variations de température étaient extrêmement faibles. Et alors bien sûr, il y a eu des petits événements, mais c'est rien. Alors regardez ce qui se passe juste avant, pendant l'âge glaciaire. Les sautes de température sont colossales. On a un système, comme si le système terrestre, en d'autres termes, comme si les températures sur le globe, d'un seul coup, s'étaient vraiment stabilisées de façon remarquable. Et c'est ça qui a permis, alors, conséquence, c'est ça qui a permis l'émergence des civilisations. Et l'émergence des civilisations sur toute la Terre. C'est-à-dire que les glaces se sont retirées des pôles, se sont retirées, pas des pôles, se sont retirées des basses latitudes, sont remontées vers les pôles et ont donné de l'espace près de l'équateur pour une végétation
et pour des espaces qui sont libres à la fois de glace, mais qui aussi sont des grandes étendues sur lesquelles l'homme a pu s'installer, comme la Mésopotamie ou comme le centre de l'Amérique du Sud. Et c'était des régions extrêmement propices à l'agriculture et qui ont permis, et là on est vraiment dans la résonance aussi, dans la typologie des crop circles, qui ont permis, et je pense que l'utilisation des crop circles n'est absolument pas de ce point de vue-là, et quand je dis l'utilisation des crop circles, c'est l'utilisation des champs comme support de communication, n'est absolument pas anodin. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la culture, c'est le fait que vous ayez pu développer l'agriculture, que les civilisations ont pu, entre guillemets, mettre pied sur terre et ont pu se stabiliser parce que derrière l'agriculture, bien sûr, arrive le commerce. Et pour faire du commerce, il faut des mathématiques et donc de l'écriture, etc. Enfin, et ça entraîne, évidemment, il y a un effet boule de neige. Et donc, cet effet d'entraînement va accroître et démultiplier, quelque part, la création de tous les symboles de l'histoire de l'humanité. Et en fait, si les crop circles, quelque part, pour moi, ont un message qui est extrêmement fort et important à faire passer, c'est regarder, finalement, la richesse symbolique dont vous êtes les porteurs. Car c'est finalement, c'est votre façon de décrire l'environnement qui s'exprime au travers de vos symboles. Et chaque civilisation, avec son regard propre, c'est-à-dire son environnement particulier dans lequel elle a émergé, a été générateur de symboles qui lui sont très spécifiques, que ce soit pour des raisons climatiques, que ce soit pour des raisons d'habitat, que des raisons de fonctionnement par rapport à l'environnement, si ce sont des nomades, si ce sont des gens qui ont vécu plutôt voilà, dans un climat qui peut être froid ou qui peut être chaud, on va avoir des variations. Et là, c'est aussi important, et ça rejoint ce que je vous disais dans l'autre conférence sur les phénomènes aérospatiaux, c'est-à-dire que ce message sur l'importance de la culture humaine, quelque part, et derrière l'importance de la culture humaine, c'est l'importance de la symbolique humaine, c'est-à-dire la façon dont nous utilisons des mots et des outils symboliques pour échanger et partager de l'information. Alors pourquoi? Parce que c'est ça, quelque part, qui se map, quand je dis ce map, qui se met en résonance avec notre environnement, et c'est ça qui fabrique notre regard qui est unique sur l'univers. Ce regard, finalement, qui fait qu'à un moment donné, une civilisation, quand elle va communiquer avec une autre civilisation, elle va parler au travers de toute cette richesse qui est extrêmement ancienne, qui est cette richesse symbolique dont elle est porteuse. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut déraciner comme ça, de façon artificielle. C'est quelque chose qui a mis énormément de temps à se construire et qui est extrêmement profondément, j'ai envie de dire, inscrit dans la conscience collective humaine. Et ça touche à un autre sujet qui est la construction de la conscience collective humaine, de cette fameuse noosphère, dont on pourrait y reparler aussi sur une autre présentation. Mais c'est encore un sujet qui est j'ai envie de dire, qui est long et qui est aussi très intéressant. Voilà, donc les crop circles mettent en valeur cette production culturelle et spirituelle. Et bien sûr, la temporalité qui est choisie, c'est-à-dire ces dernières 20 années, ne semble pas anodine. C'est-à-dire que quelque part, ça m'a fait penser à ce qu'on appelle des near-death experiments, c'est-à-dire des expériences de mort imminente. C'est-à-dire ces gens qui ont un accident grave et qui vous racontent qu'ils ont vu leur vie se dérouler à l'accéléré. Et c'est comme si les crop circles nous remontraient notre histoire symbolique à l'accéléré. Et ça ressemble quelque part à un phénomène intégratif, un phénomène d'assimilation et de quelque part de préparation à une nouvelle, effectivement, et ça c'est aussi dit dans les messages, à une nouvelle
période ou une nouvelle époque et qui viendrait. Donc ça, c'est à voir. Alors, je passais le slide d'avant qui était, entre guillemets, hors canal. On a eu des messages qui sont directement, j'ai envie de dire, qui vont concerner directement, potentiellement, les personnes qui seraient peut-être derrière les crop circles. Et d'une part, et d'autre part, la finalité, c'est-à-dire, entre guillemets, à droite, vous avez ce qu'on a appelé le Doomsday Crop Circle, c'est une horloge en fait. Et quand on regardait cette horloge sur un calendrier, on voyait qu'elle indiquait, on était à quelques secondes du passage vers la nouvelle ère, voilà, l'ère 5. Et c'est l'interprétation. Alors, elle est pas simple à faire. Je pourrais vous en faire cette présentation aussi de ce crop circle sur une autre présentation. Et à gauche, c'est plus entre guillemets les auteurs qui s'expriment. Alors, est-ce que c'est une farce? Est-ce que c'est un canular? Je ne sais pas. Mais le message, en l'occurrence, est plutôt cohérent, entre guillemets, avec l'idée qu'il y a derrière ce message symbolique, qui est de dire, finalement, c'est plutôt un message intégratif et qui montre la richesse, qui veut montrer quelque part la richesse symbolique de l'humanité, qui est faite quelque part pour le futur. Et ça, ça on le verra. Alors je prends un cas aussi, vous l'avez peut-être vu ce crop circle. Je m'arrête juste dessus parce que ça fait partie des... Et après je vous laisserai la parole pour des questions. Ça fait partie j'en viens un peu des cas d'école. Là aussi c'est un crop circle qui est un peu hors canal pour moi, c'est-à-dire que c'est un message direct. Et on va voir qu'il réunit toutes les composantes qu'on a vues avant. Finalement, c'est un peu le message de fin. Alors, il a lieu en 2001, donc rien à voir avec entre guillemets, la chronologie. Et on le voit déjà rien qu'à son aspect. Mais ce qu'il a de commun avec tous les autres crop circles, par contre, c'est qu'il est fortement ancré, il a une résonance spatiale, c'est-à-dire qu'il est ancré dans l'environnement et il n'est pas ancré dans n'importe quel environnement. D'abord, il est dans le temps présent, c'est-à-dire qu'il s'inscrit à côté d'un édifice moderne, qui est un édifice d'aujourd'hui, et quelque part, il est doublement ancré à côté, puisque ces deux crop circles, bon là, ils sont de couleurs différentes, mais ils sont apparus le même jour simultanément. Et il y en a un qui était directement, alors bon, il y a un petit décalage, il y a la perspective, mais qui est directement orienté sur le pied de l'antenne de chez Bolton, qui est ce crop circle qui représente un message. Et le deuxième qui représente un visage, bon, qui ne semble pas orienté spécifiquement, si ce n'est vers les bâtiments de cet observatoire. Alors, c'est un observatoire, encore une fois, d'Angleterre, qui est militaire, je crois, de communication, et, mais qui fonctionne en ondes radio. Et alors, on voit très vite les thèmes qui reviennent, qui sont les thèmes récurrents. Communication avec d'autres civilisations, peut-être, parce que là, on est quand même sur un message, et là, tout le monde l'a vu, qui serait un message de réponse à un message qui aurait été émis par l'antenne géante d'Arecibo. Alors ça, c'est un message qui a été émis par l'homme, le message qui est en bas à droite, en bas à gauche, qui est ce message-là, à gauche, émis de l'antenne géante d'Arecibo. Et en 2001, donc à chez Bolton, on reçoit, entre guillemets, une réponse à droite. Alors, l'antenne d'Arecibo, qui est en violet en bas, est remplacée par la symbolique d'un agroglyphe. La symbolique de l'homme est remplacée par la symbolique d'un petit bonhomme qui a une grosse tête. Et ainsi de suite, il y a quelques modifications. On a le système planétaire qui est représenté en haut. Et ce message a été émis avec l'espoir qu'un jour, d'autres civilisations le recevraient.
Et quelque part, on est dans la thématique vraiment du crop circle, qui est cette thématique de la communication. Communication, 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 communication symbolique, et comment, en l'occurrence, et c'est toute la complexité de l'envoi d'un message comme ça, comment on communique avec une autre civilisation, finalement, dont on ne partage pas le langage et dont on ignore tout. Eh ben, c'est une grande question. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi ces formats de messages. Alors, ce sont des formats de messages très particuliers, qui sont très graphiques, et qui permettent finalement d'être reçus avec, sans trop se tromper. C'est-à-dire qu'en gros, on a un rapport là, de deux nombres premiers sur la largeur et la hauteur. Donc, on saura retrouver la façon dont le dessin est organisé en largeur-hauteur. Et puis ensuite, l'analyse, comme elle est purement graphique, elle va assez vite. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les crop circles, finalement. Et reste la question du deuxième crop circle. Qu'est-ce que c'était ce crop circle? Pourquoi ce visage? Alors, moi, à l'époque, ça c'est l'interprétation. Je vous le passe, vous le retrouverez sur Internet. Deuxième crop circle, bon, il a quand même trituré pas mal les méninges. J'ai vu ça. Alors, ces réponses avec lesquelles j'étais vraiment pas d'accord, j'ai mis non, mais... Alors, pourquoi non? Non, parce que à chaque fois, ils n'ont pas été chercher de corrélation environnementale. Et quand on voit les crop circles, quand on les voit comme on les a vus là, on se dit, mais finalement, c'est quoi le choix environnemental ici? Et c'est quoi la réponse symbolique? C'est à la fois environnemental, et j'aurais dû le noter, mais aussi symbolique. Alors moi, j'ai proposé Carl Sagan. Alors pourquoi Carl Sagan? Il y a plein de raisons. Plein de raisons. Alors, première raison, bien sûr, c'est parce que c'est Carl Sagan qui a travaillé sur le message envoyé par la fameuse antenne d'Arecibo, celle-là. Ensuite, c'est lui qui a travaillé sur le message de la sonde Pionnier. Et quelque part, Carl Sagan, c'était aussi un astronome. Et donc, quelque part, on est aussi dans la symbolique, là, en parlant d'un lieu d'astronomie. Et sa vraie spécialité, Carl Sagan, c'était comment communiquer, comment répondre à cette question. Comment communiquer, envoyer un message à d'autres civilisations pour qu'elles nous comprennent. Et de point de vue, et sur un plan purement symbolique. Et c'est ce en quoi, entre guillemets, il était fort. Et enfin, Carl Sagan, vous le savez, il y a eu ce film, donc basé sur son livre, avec Jodie Foster, dont la thématique est quand même celle-là. Et je ne comprends pas, alors bon, là aussi, quand on voit tout ça, on se dit, mais ça ne peut être que Carl Sagan du point de vue symbolique. Et enfin, j'ai envie de dire, on peut enfoncer le clou. Maintenant, revenons au point de vue environnemental. On a vu alors Carl Sagan était mort à ce moment-là, hein, hélas, mais il y avait un crop circle qui allait vers l'avenir et qui allait au pied de l'antenne. Mais si on remonte le passé, et si ce qui était assez étonnant quand même, parce que c'est toujours cette fameuse corrélation environnementale, si on trace ces deux crop circles qui habituellement sont ronds, mais là étaient parfaitement, j'ai envie de dire, rectangulaires, donc avec des axes, si on trace leurs axes, eh bien, on va en avant sur le pied de l'antenne dans un cas, et dans celui que je propose comme étant le visage de Carl Sagan, où est-ce qu'on arrive en arrière? On arrive à New York. Alors New York, c'est le lieu de naissance de Carl Sagan. Et juste, clin d'œil aussi, et ça, ce sera le mot de la fin, si on va en arrière sur le crop circle qui va au pied de l'antenne, assez curieusement et assez bizarrement, mais ça aussi on pourra en reparler, c'est un autre sujet, mais qui est aussi lié au crop circle. Un crop circle qui est assez étonnant et assez unique, sur lequel je travaille actuellement, parce qu'il n'a pas livré tous ses mystères. On arrive à Nazca. Voilà. Et ça, on revient à cette idée effectivement de communication symbolique de Nazca.
Communication, mais là, à base de pétroglyphes, hein, mais avec tous les mystères voilà, qu'il y a autour de ce site, dont vous avez aussi entendu parler récemment pour d'autres raisons. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup, Michael, hein, pour cette superbe présentation très pointue. Il y a tellement de questions, et je suis pas sûr qu'on ait le temps de toutes les poser. Donc, n'hésitez pas à être synthétique dans vos questions, que j'adresserai avec plaisir à Michael. Moi, la première question que je souhaite te poser, c'est par rapport au fameux donc Argeles. Ouais. Euh, ok, on peut supposer que ce soit lui qui soit à l'origine de pas mal de crop circles, mais comment il se serait pris techniquement, en fait? C'est ça, moi, qui me fascine. Effectivement, il aurait pu étudier le calendrier, les backtoons, etc. Mais techniquement, comment c'est possible? Surtout que ça se passe dans la nuit, apparemment, d'après ce que j'en sais, en tout cas. Alors, c'est rigolo parce que techniquement, à la limite, c'est moi ce qui m'impressionne le moins. Au sens, oui, il y a des crop circles techniquement, ils sont Hmm. certainement très très compliqués à faire de nuit, très compliqués. Là, je te rejoins. Faut pas non plus. Faut Il n'y avait pas pas non de drone plus. à l'époque, hein. Mais il y a le rapport VK que vous pouvez. Je crois qu'il a été mis sur le site du GEPAN, donc vous pouvez le regarder, qui est de Jim Munch, alors qui lui propose une façon de fabriquer certains crop circles. Alors c'est une façon de s'organiser dans l'espace, hein. C'est-à-dire de faire en sorte euh, en lisant quelque part le sens dans lequel les blés ont été couchés, et en ayant un peu une méthode à rebours, on peut arriver à voir à peu près par où les gens sont passés et où est-ce qu'ils seraient intervenus et comment. Mais je ne suis pas certain que le rapport VK explique tout, en tout cas toutes les techniques. Bon, ça, c'est mon point de vue. D'autant, encore une fois, qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment compliqués. Encore une fois, probablement pas tous les mettre dans le même panier, au sens, il y a une multitude d'intervenants avec plein de crop circles différents. Il y en a un même, je crois, il faisait 1,3 km, donc c'est monstrueux. Sans compter ses effets sur les boursouflures qu'on a pu décrire sur les blés, etc. Bon, est-ce qu'il y aurait eu des microns? Je ne sais pas. Donc là, je ne vais pas dire joker totalement. Regardez le rapport VK. Peut-être que si Argeles a pu être derrière, peut-être que ça a pu, en tout guillemets, être une façon dont il a procédé. C'est sûr qu'il fallait des moyens, c'est sûr qu'il fallait une super organisation, il fallait une super obstination aussi, parce que c'est la durée aussi. Moi, je vois, c'est sur 20 ans, voire 30, quand on va 1985-2011, 26 ans. Bref, ça fait pas mal de choses. Euh, c'est une bonne question, ça fait partie pour moi, voilà. Peut-être que c'est un facteur, voilà. Comme il a appelé son livre le facteur Maya, peut-être Argeles faisait partie du rouage, Hmm. d'une certaine façon. Comment, je ne sais pas. Ok. Et j'ai une autre question, et puis je laisserai, donc je poserai les questions du public. Par rapport à, est-ce que tu fais une corrélation entre la baisse des apparitions d'OVNI et le fait qu'on ait moins de crop circle? Non, non, aucune. Euh, aucune. Alors d'abord parce que je préfère étudier les phénomènes, surtout quand ils sont, entre guillemets, glissants comme cela, de façon très indépendante. Hmm. Il ne faut pas essayer de trop les superposer, parce que sinon, après, on rajoute de la difficulté aux difficultés. Maintenant, c'est vrai que si on essaie de croiser les deux, vague d'observation versus activité des crop circles, il n'y a pas vraiment de rapport. La baisse d'activité des ovnis, ceci étant, c'est vrai que c'est depuis les années 80. Ce serait une corrélation négative dans ce cas-là. Je sais pas parce que j'ai envie de dire, d'un certain point de vue, le phénomène aérospatial non identifié,
il est assez mondial aussi. C'est-à-dire qu'il a une aire de répartition qui va toucher tout le monde. Et alors que là, le crop circle, et ça c'est une question que vous n'avez pas posée, mais vous la poserez peut-être, effectivement centré surtout sur la Grande-Bretagne. Voilà. Et on est plutôt ensuite sur la diffusion de l'information ou sur le contenu de l'information, on est bien sûr mondial. Mais il n'a pas la même vocation au sens, dans ce cas-là, en tout cas, si ce n'est pas une vocation, le même effet, qui serait un effet d'éducation, entre guillemets, culturelle ou en tout cas de résonance avec l'évolution culturelle humaine à l'instant T. Visiblement, il est plus, enfin, s'il peut avoir une résonance, c'est peut-être plus pour le futur. Ok. Et quelle est ton hypothèse, toi, Michael, par rapport à ces crop circles, ou bien tes hypothèses, à quelle tu accordes le plus d'importance? Ben, écoute, c'est sans aller trop loin. De toute façon, moi, ce que j'observe, c'est que c'est un, organisé, deux, que l'organisation qui a derrière a des moyens. C'est une organisation qui est effectivement très structurée, qui fait passer euh, ce message sur notre, entre guillemets, notre richesse symbolique et culturelle, et sur ce message de transition, et sur ce message lié à cette transition pour un contact, là aussi. C'est peut-être le point commun en termes de contenu qu'on va voir avec le côté vague d'observation. Hmm. Donc mais on est plus dans un phénomène, j'ai envie de dire, voilà, ce serait plus, j'ai envie de dire, un phénomène de digestion, entre guillemets, d'observation un peu sur nous-mêmes. C'est pas, entre guillemets, on n'a rien à apprendre, si ce n'est à quelque part boucler la boucle. Voilà, quelque part. Hmm. Ok. Et pour regrouper un peu toutes les questions en une seule, est-ce que, parce qu'on a effectivement des cas, bon, moi j'en ai entendu parler, hein, je ne suis pas allé sur place pour enquêter, donc je n'atteste de rien, bien évidemment, mais on a des cas parfois où on raconte qu'il y a des boules de lumière, des boules lumineuses, des petites boules lumineuses, hein, qui survolent les champs, et puis quelques minutes après, un crop circle apparaît, généralement dans la nuit. Donc est-ce que tu es au courant de ce type de cas, et quelle est ton hypothèse par rapport à ça? Alors, bien sûr, je suis au courant de ce type de cas. Je n'ai malheureusement jamais pu les enquêter. Donc, je vais vous décevoir, mais j'aimerais bien pouvoir les enquêter. En général, bon, il faut le faire sur le moment, enfin assez rapidement, parce que c'est là où l'information est fraîche. J'ai vu les vidéos, enfin là où il n'y en a pas beaucoup, hein, des vidéos qui traînent sur ces boules lumineuses. Malheureusement, comme toujours, ces vidéos, c'est des vidéos sur YouTube ou sur des réseaux sociaux. Où, voilà, enfin, Oui, très facile à falsifier, voilà, etc. les métadonnées sont écrasées, enfin tout. C'est une vraie bouillie d'informations. Donc, on n'a pas le témoin directement. Il faudrait pouvoir l'interroger. Il faudrait pouvoir vraiment faire une enquête en bonne et due forme. Ce serait passionnant à faire, hein, et je suis prêt à le faire si il y a les moyens et les sources. Donc, j'ai envie de dire, j'ai une position ni de rejet ni d'absolution. Je ne sais pas. C'est vraiment la position la plus désagréable, mais qu'il faut avoir. C'est-à-dire dire, bah là, alors, ça pourrait être un mode ça pourrait être, pourquoi pas, un mode de formation. Maintenant, je pourrais formuler une hypothèse euh, extrêmement audacieuse par rapport au crop circle, qui serait de dire, bon, effectivement, ils sont d'une origine non humaine, intelligente, et quelque part d'observateurs qui regardent la Terre depuis très très longtemps, puisque c'est quelque part, c'est 10 000 ans de notre histoire qui se déroulent sous nos yeux. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Sur le plan des probabilités, ce serait une probabilité faible, on ne peut pas l'exclure, ça peut être un sens donné en tout cas à cette histoire.
Le souci avec ce sujet, effectivement, c'est pour ça que j'ai jamais osé y aller vraiment, euh, parce qu'on tourne rapidement parfois vers le New Age également, et c'est un peu flippant. C'est-à-dire que certains parlent même de points d'acupuncture de la Terre, que les crop circles seraient voilà, des points d'acupuncture de la Terre pour soigner la Terre. Bon, après, pourquoi au Royaume-Uni, ça, je n'en sais rien. Et et ça rejoint un peu peut-être hein, la question de Daniel qui pose la question de savoir s'il pourrait avoir un lien entre l'hypothèse Gaïa et la noosphère, une conscience globale. Mm. Est-ce que ça te... Bah, oui, pour moi, il y a un lien direct, c'est symbolique. Euh, c'est plus sur le sujet, entre guillemets, regardez le sens dont vous êtes porteur et émerveillez-vous quelque part devant ce sens, puisque c'est aussi un message quand je dis pour le futur, parce que ce que je voulais vous dire par là, c'est que dans le choix qu'on peut voir de cette localisation du monde, il y a peut-être un choix très mercantile parce que c'est anglo-saxon et puis ils en font des livres, ils en font des ouvrages, etc. Il y a des séjours qui sont organisés. Bon, il y a quelques personnes, pas beaucoup, hein, qui en tirent les marrons du feu. Mais quelque part, c'est aussi un choix quand on regarde leur répartition, leur densité. C'est dans un périmètre, ça fait un anneau autour de Londres, 200 km à peu près autour. Londres, qui est une énorme plaque tournante en termes aéroportuaires. C'est un endroit où on peut pas les manquer. Deux, effectivement, c'est un bon endroit parce qu'il y a des champs. Globalement, dans toute la zone autour de Londres, c'est une énorme zone agricole. Et trois, on a ce qu'il faut, entre guillemets, en matière de photographes, de personnes qui peuvent survoler, qui peuvent venir voir, qui peuvent organiser tout ce qu'il faut pour en faire des livres et pour, quelque part, en faire alors soit, encore une fois, un, en faire une exploitation et du merchandising, mais aussi, si on voyait les choses d'un point de vue plus noble, pour laisser un message pour le futur. C'est-à-dire que quelque part, on aurait fait ça autour du globe de façon un peu aléatoire. Il y a plein de crop circles qu'on n'aurait pas vus, qu'on aurait manqué, qui seraient passés là, finalement, en les regroupant et en les condensant dans un lieu du globe. Quelque part, on condense le message et on fait en sorte qu'il soit vu. C'est pas, entre guillemets, un phénomène qui cherche à se cacher ou qui cherche à passer sous le niveau de bruit comme le phénomène UFO. Bah, le C'est un phénomène UFO a aussi une dimension ostentatoire parfois. Hein. Voilà, mais ostentatoire, j'ai envie de dire de point à point, vis-à-vis de l'individu ou des personnes à qui il se montre. Là, c'est vraiment un phénomène qui est fait, qui est mis dans des endroits très passants, entre guillemets. Là où il y a des gens, encore une fois, qui passent en avion au-dessus, là où il y a des gens qui ont des ULM, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour le photographier, pour l'observer, pour le voir et pour le suivre. Et c'est ce en quoi je pense que pourquoi il y a ce choix qui a été fait de la région. Et après je pense que le fait qu'ils aient été mis à côté de lieux historiques, c'est plus justement pour inciter à avoir cette réflexion sur le côté symbolique qu'autre chose. C'est-à-dire, entre guillemets, mais si on se met à côté de symboles de l'histoire de l'humanité, c'est pas pour rien, c'est regarder, il y a quelque chose à regarder. Et ce qu'on va faire, et c'est pas terminé cette histoire, c'est que ce qu'on va faire dans les siècles, je suis peut-être un peu généreux, mais dans les dizaines d'années, les siècles à venir, c'est qu'on va continuer à découvrir notre vraie histoire. C'est-à-dire que cette vraie histoire de l'humanité, quand je dis vraie histoire, c'est d'où on vient, quelles ont été les civilisations qui nous ont construits. On ne sait quasiment rien aujourd'hui. On découvre sous la jungle des centaines de temples actuellement. Et c'est que le début. Et cette histoire de l'humanité, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous devons quelque part intégrer et apprendre pour moi. C'est vraiment le sens du message.
Et c'est ce qui fait que demain, s'il y a d'autres civilisations, c'est ce que nous avons à leur donner ou à leur offrir. C'est les messages dont nous sommes les porteurs quelque part. C'est nos regards. Et réifier ce sens, ça me rappelle aussi quelquefois les prophéties qu'on a sur les pyramides, sur ces fameux documents. Peut-être qu'un jour, on va trouver, ou on va les fabriquer en tout cas, ces fameux documents qui vont donner l'histoire complète de l'humanité de bout en bout. Et en tout cas, s'il y a des civilisations qui nous observent depuis des millions d'années, elles ont toute l'histoire. Et peut-être qu'un jour, on aura toute cette histoire. On n'aura peut-être pas des technologies, mais on aura peut-être cette histoire. J'aime bien le petit clin d'œil de Christophe qui dit que les crops sont encore la manifestation d'une humanité future qui nous fait un clin d'œil. L'image du petit gris serait notre évolution naturelle. Je trouve ça sympa. Ouais, les Anunnaki seraient-ils en train de communiquer avec nous pour nous aider à connaître nos origines? Intéressant également. voilà. Alors encore une fois, moi je ne mets pas de visage à l'instant même, en tout cas sur les auteurs. C'est assez ouvert de mon point de vue, mais en tout cas, c'est une intelligence qui est assez, enfin en tout cas une intelligence au sens un groupe, au sens réseau, qui est assez, pour moi, forte et très très étonnante. Je te pose une dernière question et je laisse la parole à Daniel. Est-ce que tu as des prédictions là actuellement en termes de crop circle, en termes statistiques? Est-ce que tu vois quelque chose arriver? Non, je vois rien arriver parce que, comme je disais tout à l'heure, ça s'est éteint pour moi depuis 2012-13. Alors, est-ce que ça s'est éteint avec la mort du gourou? Je ne sais pas. Enfin, ça s'est éteint du point de vue symbolique, hein. Bien sûr, il y a des crop circles. Je les trouve voilà, beaucoup moins intéressants de ce point de vue-là. Maintenant, ils continuent à se produire et c'est normal, parce qu'il y a toujours des gens que ça intéresse. Et, ce que j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un no man's land, c'est-à-dire que comme je disais la dernière fois, s'il doit se passer peut-être quelque chose en 2035, allez savoir, on est sur une zone intermédiaire peut-être de digestion. En tout cas, on verra. Là, je sors mon joker. Hein. Michael, tu peux nous rappeler rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi ta conférence, même si je pense que la plupart l'ont vu, 2035, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors 2035, c'est vrai que c'est très compliqué à froid, mais, mais c'est une idée ou une hypothèse extrêmement audacieuse, mettez-le comme vous voulez, mais qui n'est absolument pas une affirmation, hein, qui est basée sur l'observation des courbes d'activité des phénomènes aérospatiaux dans le passé, qui peut être rapproché d'une théorie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en gros, on a une loi dans ces pics d'activité, ces fameuses vagues d'observation, qui les relie, et qui les relie de manière espacée dans le temps, par une loi de puissance, c'est-à-dire qu'en doublant dans le temps. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins d'observations extraordinaires comme on en faisait il y a 40 ans. Il y avait effectivement des grandes vagues d'observations après la Seconde Guerre mondiale, et il y en a eu de moins en moins. Et cette loi d'espacement, quand on la regarde et qu'on l'analyse de près, on prend une loi en puissance de 2, où le temps va se doubler à chaque fois, nous indiquerait que le prochain pic, ce serait 2035. Et 2035, alors, c'est un peu un joke pour moi, mais c'est à surveiller parce qu'il y a peut-être un vrai phénomène psychosocial derrière aussi, c'est-à-dire de résonance au niveau de l'échelle humaine, à l'échelle humaine, au niveau de l'humanité. La conscience collective. Au niveau de la conscience collective.
il y a peut-être cette résonance. Sauf que, encore une fois, ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que ces phénomènes, en général, s'il en existe, des phénomènes de synchronisation, en général, ils ne sont pas mathématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre chaque pic d'activité. Donc ça, c'est un peu étonnant quand même. Donc il y a cette forme, entre guillemets, d'organisation qui fait penser à un apprentissage supervisé. C'est-à-dire une loi qui serait organisée par, entre guillemets, un élément extérieur qui apprendrait à l'homme. Bon, je synthétise certainement très très mal, mais en gros, l'idée, c'est qu'effectivement, le phénomène est montré à l'homme, enfin, ou se montre à l'homme, ou émerge aux observateurs de façon voilà, espacée dans le temps et de façon très mathématique. En douceur, quoi. En douceur. Et en douceur, sachant que ces rappels sont dans cette façon de voir les choses, sont de moins en moins nécessaires, parce qu'une fois que l'homme, entre guillemets, a appris une connaissance, il n'est plus nécessaire d'y revenir. Et les rappels peuvent s'espacer. C'est le sens de cette loi d'apprentissage. Merci, Michael. Je laisse la parole à Daniel. Donc, j'active ton micro, Daniel. Voilà, c'est bon. Ah, on l'a réactivé. Vas-y, Daniel. Bon, c'est pas simple aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Super. Merci Najib. Eh bien, merci à Michael pour cette brillante visioconférence, comme d'habitude, toujours ébloui. C'était quand même très pointu, Michael. Hein. Il y a des passages un petit peu difficiles, il faudra que je les repasse. Alors moi, j'aime bien l'analogie entre les crop circles sont faits dans des champs de culture qui sont aussi des champs de la culture, en quelque sorte. Alors il y a une espèce de correspondance entre ces champs de culture et ces champs de la culture. Et puis, simplement, je note, disons, le lien qu'il pourrait y avoir entre le phénomène OVNI. Je pense qu'il y a peut-être trois liens. C'est une intelligence. Alors, comme toi, je ne me prononce pas sur la nature de cette intelligence. Je n'en sais rien. C'est peut-être extraterrestre, c'est peut-être terrestre, c'est peut-être supraterrestre. Je n'en sais absolument rien. Donc, il y a une intelligence, il y a une intention. C'est-à-dire que, bon, ce n'est pas fait gratuitement. Je pense que derrière tout ça, il y a un objectif, il y a un but, il y a peut-être aussi un agenda. Et puis, il y a la notion de langage à décoder. C'est comme si bon, c'était une espèce de vaste rébus à l'échelle de la planète et il fallait trouver le code qui permet de comprendre le rébus. Et lorsqu'on aura compris, enfin lorsqu'on sera en possession du code et qu'on aura décodé le rébus, on comprendra peut-être aussi les intentions. Voilà. Et c'est ce qui me fait dire que c'est un lien étroit avec le phénomène OVNI, en fait. Voilà. Bon, c'est simplement quelques observations que je voulais faire par rapport à ton intervention. En tout cas, bravo, Michael, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Ouais. En tout cas, je suis ravi que ça vous plaise et vraiment, vraiment très heureux de pouvoir partager ça avec vous ce soir. Désolé, j'avais le son coupé. Merci beaucoup, Michael, en tout cas, pour cette présentation très pointue, que je reverrai en tout cas, parce qu'il y a aussi des choses que je n'ai pas tout noté. Donc voilà, donc j'ai hâte de la revoir et puis d'essayer de comprendre tout ça encore. Et puis, on me pose la question de savoir si tu as des articles à ce sujet sur le web. Sur mon fameux site qui est down depuis qu'OVH, le fournisseur mon serveur a cramé. Mais oui, alors vous avez les archives du web sur lesquelles vous avez mon site. Mais je vais le remettre en ligne et dès qu'il sera remis en ligne, je vous ferai un petit message pour vous indiquer les adresses. Et puis, si vous avez des questions, ce que je voulais vous dire,
Vous pouvez m'envoyer des mails, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre, bien que je sois totalement débordé, parce que je suis sur plein de projets passionnants. Mais voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je serai avec plaisir. Certains te suggèrent de faire un livre à ce sujet. Je pense que tu Ben, pourrais faire des livres sur plein de sujets aussi, hein. on est actuellement, la réflexion se porte peut-être vers un scénario. Voilà. Intéressant. Merci, merci infiniment. Merci encore, Michael. Et puis, on se retrouve fin août pour peut-être une autre visioconférence sur un sujet que vous affectionnerez, je pense. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Et puis, physiquement, début septembre. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places pour début septembre. Il n'en reste pas beaucoup pour les adhérents. Et puis, Michael, au plaisir de te revoir aussi, de te voir physiquement à Lyon, peut-être pour une conférence, un de ces quatre. Tu es le bienvenu. Merci. En tout cas, je suis ravi toujours d'être avec vous et voilà, discuter avec vous et continuer ces échanges aussi par ailleurs avec vous. Ce sera toujours avec un grand plaisir. Merci, Michael. Au revoir à tous. Et Allez, puis, bonne ceux soirée. qui sont en Ciao, ciao. vacances, bonnes vacances à tous. Bonnes